Je m'appelle Lisette Lombé, je suis poétesse et ma poésie prend plein de formes. Parfois elle est écrite, elle se retrouve dans les livres, parfois elle est orale, elle se retrouve sur scène et parfois elle est plutôt logée au creux de la transmission dans les ateliers d'écriture. Je suis héritière encore de schémas familiaux avec la tête dans le guidon, avec des choses qui doivent se faire. On doit se mettre en couple, on doit faire des études, on doit trouver un travail, on doit faire des enfants. Je pense que j'ai vraiment été à cet endroit-là. Voilà, je pense que le burn-out que j'ai fait en 2015, c'est clairement lié au travail, mais je pense que ça a eu des impacts aussi sur cette fatigue. C'est comme un cumul de fatigue, la fatigue de la maternité, la fatigue du travail, la fatigue de la militance, aussi bien physique que psychologique, psychique. À un moment donné, ça a été trop, quoi. La performance. Lisette est maîtresse en la matière. Sur scène ou dans ses livres, ses mots sortent du ventre avec puissance. Mais elle a aussi dû performer dans sa vie de couple, de mère et professionnelle. C'est qu'il fallait coller au script qu'on nous donne quand on se lance dans la vie adulte. Le suivre, entrer dans le moule, jusqu'à s'oublier, ne plus s'écouter et étouffer. Lisette a affronté des violences de tout type, racistes, médicales, conjugales. Et depuis son burn-out, elle déconstruit des schémas préfaits, entourés de ce qu'elle appelle ses cercles de feu, pour retrouver une liberté intérieure et s'épanouir en tant que femme, artiste, féministe, maman de 3 enfants. Ceci est un appel à la puissance d'être soi. Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC. Ce que je sentais dans mon premier couple, c'est, je pense que mon mari avait une vision très traditionnelle du couple. Alors effectivement, on se rejoignait sur la logistique, sur le travail, mais je pense qu'il avait une vision de la femme qui doit savoir cuisiner. Moi, je cuisinais pas. D'une femme, oui, qui s'occupe de ses enfants. Voilà, un CDI, quelque chose de très qui sort le week-end, mais quelque chose d'assez carré. Et le script qu'on nous a appris depuis des générations. Je pense qu'on était à cet endroit-là. Si je regarde cette femme à cette époque-là, c'est aussi... Professionnellement, je me cherchais. Donc j'ai été enseignante, j'étais animatrice, mais j'avais pas encore trouvé mon bon endroit. Je me sentais comme dans un corset. Dans les écoles, je me sentais comme dans un corset aussi dans l'éducation permanente, avec un public très fragilisé. Je questionnais pourquoi j'ai fait ces études de littérature qui ne trouvent pas en fait à s'exprimer totalement à ces endroits-là, parce que le public est très très éloigné des lettres en fait. Donc il y avait quelque chose, c'est dans le social, je sentais que c'était quand même juste, mais quelque chose en lien avec les mots, et quelque chose que je voulais pas avoir, je pense à l'époque aussi, c'est que j'avais besoin de m'exprimer moi. Là j'ai toujours accompagné des personnes dans leur expression, donc il y avait quelque chose qui ne s'exprimait pas, et donc voilà, j'étais pas épanouie, je pense, à ce moment-là. Ce n'est pas un rêve d'enfance, la maternité. Mais par contre, chaque fois que j'ai rencontré le père de mes enfants, je me suis dit très vite que ça allait devenir le père de mes enfants. Voilà, donc quelque chose d'assez impérieux et assez rapide. Impulsif, presque. Voilà, après, c'est quelque chose qui m'a jamais fait peur. Quand je vois des gens qui ont plein de questionnements, est-ce que je fais un enfant, est-ce que je fais pas, etc. C'est la crise, etc. Moi, ça m'est jamais... Donc, je porte aussi cet héritage, je pense aussi, de mes parents, des 2 parents, à savoir qu'à la fois, on se pose pas de questions. Oui, c'est tout à fait normal d'avoir des enfants après avoir été en couple, après avoir été mariée. J'ai repris assez vite le travail après ma première naissance. Et après, quand ils étaient rapprochés, ça posait la question de savoir est-ce qu'on paye 700 € de crèche ou Donc moi, j'ai arrêté de travailler en fait la première année, à ma deuxième grossesse. J'étais dans des CDD à ce moment-là, donc j'avais un métier, moins précaire. Ouais, un des contrats plus précaires. Je pense que je n'avais pas non plus envie de repartir dans les écoles, courir à gauche, à droite. Je pense qu'à un moment donné, ça m'a convenu aussi. Mais ce que ça a eu comme effet, c'est que là aussi, j'avais comme je sais pas d'où ça me vient, mais comme des injonctions. C'est-à-dire que je me suis retrouvée, moi qui avais des diplômes et travailleuse, mère au foyer avec 2 enfants en bas âge. Et pour moi, c'était comme impensable de rester à la maison.
Et donc, je me suis retrouvée tous les matins. J'allais à la ludothèque, à la psychomotricité, à la lecture pour bébé, mais tous les jours. Donc, il n'y avait pas un jour où je sortais pas de chez moi le matin. Mais je pense aussi que c'était pour moi. J'avais besoin de voir des adultes. J'avais besoin de... Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'après un mois, j'ai repris des études de médiation. Moi qui avais été une grande festive, donc je sortais plus. Je crois que j'ai frisé vraiment... un état, je dirais pas, peut-être pas aller jusqu'à dépressif, mais j'ai frisé un état où je me reconnaissais plus, quoi. J'étais effectivement cette mère très pour les enfants. Alors le corps aussi, parce que les 2 grossesses étaient rapprochées. J'ai pris beaucoup de poids à ma première grossesse, un peu moins à la deuxième, mais donc mon corps aussi s'est métamorphosé. Donc ça faisait un petit package un peu... comme si j'évacuais un peu la femme, et donc du coup ça a eu un impact sur le couple. Nous, c'est un couple qui n'a pas duré, on s'est assez vite séparés. Je me souviens que mon gynécologue m'avait dit que en fait la vie sexuelle devait reprendre après 3 mois, et que si ce n'était pas après 3 mois, je devais commencer donc du coup à me poser des questions. Et je me souviens que je m'étais dit c'est quand même chaud, 3 mois, etc. Et là aussi je me suis c'est comme si j'avais une date, une deadline, et comme si j'avais dû aussi après chacune de mes grossesses me retaper, quoi, me retrouver assez vite, retrouver ma ligne, assez vite retrouver voilà, les sorties avec les copains, cette vie d'avant. Moi, j'ai eu un allaitement qui est devenu de plus en plus dégressif. Donc, j'ai allaité d'abord 3 mois, mon premier, puis 3 semaines, mon deuxième, et puis 3 jours, ma fille. Et fondamentalement, j'avais pas envie d'allaiter. Mais je pense que pour ma première grossesse, je me suis un peu laissée faire par ce qui se disait, que c'était ça qu'il fallait faire pour l'enfant. Donc je me suis un peu forcée. Mais fondamentalement, j'avais pas envie d'allaiter. Et comme j'ai pris en force et en caractère, c'est quelque chose, voilà, par exemple pour ma fille, c'était clair, j'avais très mal, je saignais des seins, c'était vraiment, et pourtant, voilà, les femmes qui sont venues à domicile, etc., ont encore dit, c'est encore, et là j'ai pu dire non, écoutez, je vais prendre des noyaux de cerise, etc., il faut que je désengorge ma poitrine, j'en peux plus, je crève de mal, ça n'ira pas en fait. Je pense qu'à chaque étape, il y a eu comme ça des petites violences. Mes fils, alors que c'est un choix d'avoir des grossesses rapprochées, comme je suis aussi une personne racisée, à la consultation, on m'avait glissé un petit dépliant sur la contraception, enfin comme si je parlais pas français, comme si je gérais pas ma contraception, comme si c'était un accident. Je vois sur le trajet des petites violences. Alors ça peut être aussi, tout le monde y va de son conseil, ça peut être dans la famille, dans les proches aussi. Et je sais que moi, en tant que maman, j'ai été très fragile, très poreuse au conseil, et c'était comme si j'étais une petite boule de flipper, je savais plus où donner de la tête, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, et je sais que ça m'a mis dans un endroit un peu girouette, en fait, de ne pas être certaine de faire les bonnes choses. C'est comme si c'est la même chose pour les études, je peux parler comme ça globalement de ma vie, c'est comme si j'avais été sur des rails, quoi. Moi, c'est comme si j'étais un peu coupée en deux, comme si j'étais toujours à 2 endroits, et c'était pas possible. Donc du coup, donc ça veut dire que mentalement, tu n'es pas aligné. J'étais fatiguée, continuellement fatiguée. Donc ça, je pense que ça a eu un impact aussi, plus une prise de poids. Plus, je pense que dans mes parties festives, il y avait comme une compensation, donc c'est-à-dire une consommation d'alcool, comme pour sortir d'une forme d'ennui, ou d'une forme de vie un peu, pas monotone, mais sur des rails. Et donc, du coup, il y avait comme quelque chose, dès qu'on allait boire un verre ou dès qu'on sortait, quelque chose d'exagéré, en fait, dans la consommation. Et voilà, je pense que le burn-out que j'ai fait en 2015, autant je suis alignée pour dire que, puisque d'autres de mes collègues en ont fait un aussi au même endroit, c'est clairement lié au travail, mais je pense que ça a eu des impacts aussi sur cette fatigue. C'est comme un cumul de fatigue, la fatigue de la maternité, la fatigue du travail, la fatigue de la militance, aussi bien physique que psychologique, psychique. À un moment donné, ça a été trop, quoi. Donc t'exploses. Lisette se déconstruit progressivement et entame sa renaissance. Une transformation que son dernier conjoint ne va pas supporter. Mais Lisette gagne malgré tout en puissance, car il faut lutter pour ses libertés.
moi, je n'ai pas choisi une voie artistique. C'est le burn-out qui m'a remis en fait sur cette voie de l'écriture qui avait été mise au frigo. Et puis ça c'est venu comme un cadeau, mais en vitesse VV prime. Donc moi je pensais pas du tout au moment du burn-out. C'était une écriture de catharsis. Je me suis jamais imaginé que j'allais faire une carrière artistique. Donc du coup les choses se sont mises un peu comme ça. Les prix Parole urbaine, le championnat de Belgique, voilà, la découverte du slam, et puis le premier livre, le deuxième livre, me remettant droite, récupérant d'abord du sens à ma vie. Je me suis assez vite alignée à cet endroit-là, et puis j'ai fait des rencontres magnifiques qui ont fait que ça m'a mis à un endroit artistique très rapidement et de manière fulgurante. Pour moi, l'artistique, c'est un endroit d'évidence. Pour la première fois, c'est vraiment la réconciliation avec cet enfant à la machine à écrire. Donc, je suis à mon endroit de justesse. Et c'est comme si, maintenant je le dis, c'est le seul endroit... Enfin, j'ai de la chance, je suis entourée, j'ai une famille. Dans les questions d'emprise, on voit des femmes qui se coupent de leur famille, ça n'a pas été le cas. J'avais vraiment un cercle de feu familial. On voit des femmes qui se coupent de leurs amis, ça n'a pas été le cas. J'ai un cercle de feu. Et sur la question artistique, on voit des femmes qui s'étiolent, qui se meurent dans leur boulot, qui se coupent de tout, qui deviennent dépressives, etc. Ça n'a jamais été le cas. C'est comme si j'avais eu un cercle de feu, tellement j'étais à ma juste place, et tellement... dans les ateliers, la question de la transmission, il y a quelque chose qui est plus grand que moi, je le sens, comme une espèce de mission. C'est-à-dire, je suis tellement à ma juste place, sur scène, je vois que les textes font tellement du bien aux gens, je suis alignée, mais d'une manière, c'est puissant, quoi. En ça, la pratique artistique, c'est quelque chose, d'abord, c'est de la catharsis. C'est-à-dire qu'on a une capacité, en tout cas moi par les mots, mais ça pourrait être la peinture ou la danse, à expulser quelque chose qui pourrait te détruire psychiquement. C'est très vite mis sur le papier, donc il y a le médium artistique qui met à distance en fait, qui garde trace, qui garde mémoire. Et puis tout le travail fictionnel, c'est encore une autre distance, la transformation en personnage, et quelque part le personnage te guérit, te précède. Tu le crées, il te tire aussi à lui, tu peux le noircir, mais si on parle d'un personnage de résilience, il va être résilient avant toi et il te montre la route. Et ce que tu écris pour lui, tu l'écris pour toi. Quand tu t'adresses à lui, quand tu lui donnes de l'épaisseur, quand tu le crées fort, quand tu le crées résilient, il t'amène sur ce chemin, il te précède en fait. Sa soif de respect précède la tienne, sa lucidité précède la tienne, sa capacité de résilience précède la tienne. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que c'est important quand on est à un endroit de poésie sociale ou un endroit de littérature sociale. Pour moi, c'est important de ne pas lâcher cet endroit, en fait. Et pour ça, on a de la chance. Voilà, dans notre collectif El Slam, moi, je suis entourée que de poétesses militantes. Donc, on sait que quand on passe par des tempêtes, non seulement on a nos cercles de feu qui nous redisent qu'on n'est pas folle et que à tout problème des solutions, ça c'est le mantra de ma famille. Tu sais que tu es dans l'œil du cyclone, mais que ça va passer, en fait, et que tu as du soutien et que tu n'es pas seule. Et aussi que l'artistique va te permettre de sublimer, de transcender, de donner du sens à ce qui a l'air de ne pas en avoir là. Tu es son pantin, son chiffon crotté. Tout ton être te dit que ça craint. Ton souffle broyé, la douleur qui enserre ta gorge, les larmes en continu, la lucidité qui ne cherche plus à se défiler, tout est là. Le rustre offre des fleurs après la tromperie, se plie en quatre en jurant que cela ne se reproduira plus, ni l'incartade, ni le coup, ni la bousculade. Le fiancé, lui, parvient à te faire acheter les fleurs, à te faire t'excuser, à te faire te sentir coupable. Retournement de veste, de responsabilité. De quoi as-tu peur ? De te retrouver seule à 40 ans, seule avec ton périnée en compote, ta tronche de Simone Signoret et ton caractère complexe ? Tu trouilles, car tu sais que ce sera plus simple pour lui de se recaser, un disque, un sourire, derrière les platines, le grand jeu, emballer le petit cul ferme. Et toi ? Que va-t-il t'arriver ? Tu as peur de ne plus pouvoir refaire confiance, de ne plus retrouver une complicité semblable à celle des premiers mois. Tu as peur que les mots « âme sœur »,« la nuit nous appartient » et « baise cosmique » soient susurrés à l'oreille de la première greluche venue. Tu as peur. Ce n'est pas de l'amour.
peur que l'autre s'affiche, affiche son bonheur, l'affiche, elle, la nouvelle fiancée, fasse danser la nouvelle fiancée, elle, forcément plus fraîche, forcément amie, forcément plus disponible, plus rigolote, plus coquette. Tout est là. Pourvu que tu ne te trompes pas de larmes. Extrait du livre Vénus Poetica de Lisette Lombé. Jamais mon entourage n'a questionné ce choix. Tout le monde est tellement content dans la compersion, se disant... par exemple, ma mère, elle sait que j'écris depuis de l'enfance. Enfin, tout le monde est tellement comme si c'était un rêve qui s'était réalisé. Les gens sont derrière moi, des gens que je connaissais d'avant ma vie artistique, qui se réjouissent tellement que ça s'est jamais posé cette question-là. Donc, ça n'a jamais été un problème que pour mon compagnon, en fait. Mais on sait qu'on doit faire tout un travail de coaching sur nous-mêmes pour nous dire, il faut vraiment balayer, de dire le mot impudeur, le mot etc. On doit le dégager vraiment pour revenir sur de la matière texte et de revenir sur de l'artistique avec cet intime qui devient politique. Vraiment, on doit se faire un coaching là-dessus parce que sinon on ferme sa gueule, on ne dit jamais rien en fait. Parce que les seules personnes qui se posent ces questions-là, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis autorisée à dire ça? Est-ce que je peux travailler dans tel lieu? Est-ce que je vais pas blesser des gens si je dis ça? Si je crée des personnages, etc. C'est toujours les mêmes personnes qui se posent ces questions-là. Voilà, j'ai une personne, moi, que j'ai coachée qui m'a dit « Je suis pas sûre de vouloir faire ce texte parce que ça parle du père de ma fille, de mes enfants et des violents. » Elle ne le cite pas, etc. Elle me dit « Je crois pas que je... » Alors que le texte est super puissant et qui peut l'emmener au championnat de Belgique. J'hésite à le faire parce que, voilà, etc. Et j'ai dû lui donner des conseils pour qu'elle amène ce texte sur scène, pour m'entendre avoir mes réponses à mes propres questionnements. À partir de quand est-ce que je vais pouvoir parler de l'emprise dans un texte sans que ça ait des implications familiales? Donc je veux dire, par exemple, là, sur les questions d'emprise, c'est des amis qui ont vécu ça, qui peuvent m'entendre, qui peuvent me comprendre sans me juger. Et donc je sens que ça a aussi des accélérateurs de particules parce que moi j'ai un suivi psy et c'est un travail très particulier, mais c'est pas la même chose que de pouvoir échanger avec des personnes qui sont passées par là, qui sont résilientes, qui sont voilà, ou les groupes de parole ou les groupes sur les réseaux par exemple de mères solo, etc. C'est quand même tous des endroits où on se reconstruit, où on est écouté dans une très grande bienveillance, où on a des pistes, des outils. Moi, j'ai mes copines qui n'arrêtent pas de me filer des livres pour le moment et qui agissent à un endroit de bibliothérapie. Des copines qui redisent tu n'es pas seule quotidiennement, des copines qui me redisent mais regarde le parcours que tu as eu. Donc elles sont sur... c'est tous les jours. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas un jour où je n'ai pas plusieurs personnes. Ça peut être ma mère, ma sœur, mais aussi des amis ou même mon ex-mari, voilà, qui me dit, tu peux être super fière de toi. Et il participe aussi dans le sens où il n'y a pas de souci. Voilà, je comprends que tu travailles, je conduis des enfants au foot. Si je n'avais pas toutes ces personnes autour de moi, je pense que la carrière artistique, c'est pas possible. Moi, je monte chaque fois sur scène, y a du monde derrière moi. Je suis toute seule derrière le micro, mais c'est comme si j'avais plein de monde derrière moi que je reconvoque par le texte. Et je suis en perpétuelle gratitude parce qu'en plus, je sens énormément de compersion, des gens qui se réjouissent sincèrement pour ce qui m'arrive. Voilà, avec El Slam, ça nous a appris ça aussi, de comment artistiquement on se sort de la concurrence, comment on se réjouit pour l'autre, comment on creuse des sillons pour d'autres, et puis après c'est d'autres qui creusent des sillons pour nous. C'est une pratique artistique individuelle, mais qui est pour moi collective. Quand je vois autour de moi, on dit chaque fois ça, on grandit ensemble. Quand je vois le parcours de ma sœur, quand je vois le parcours de Cindy van der Meulen, Joël Sambi, enfin les personnes qui sont là depuis le début d'El Slam et qui ne viennent pas d'école d'art, qui viennent du burn-out, qui viennent de la militance, qui viennent de l'éducation permanente ou d'encore ailleurs. Voilà. Et chaque jour, on se dit, mais on peut être fier de nous. Je pense que je sentais que c'était pas aujourd'hui. Je peux vraiment dire, là, je vis seule. C'est mon modèle de vie idéal, qui me respecte totalement. Je sens que j'ai besoin de ma liberté, donc je suis en garde alternée. Je sens que j'ai besoin que je chéris cette liberté que j'ai une semaine sur deux, qui me permet de me construire aussi en tant que femme, de prendre du temps en tant que femme. C'est un modèle qui me convient totalement. Et la semaine où je suis avec mes enfants, je suis cette mère poule, cette maman taxi. Et voilà, il y a le bon et il y a toujours cette fatigue, toujours ça, on ne peut pas y échapper. C'est 3 enfants, donc ça a une multiplication d'activités.
il y a ce stress sur payer le loyer, tenir maison, voilà, payer les factures, etc. parce que je vis seule. Mais néanmoins, c'est pour moi le modèle idéal. Je ne me revois pas, je pense que je ne le dis pas par-delà la jambe, je pense que je ne revivrai pas avec quelqu'un sous la forme du couple. C'est quelque chose qui me convient pas, qui m'a pas convenu, et il m'a fallu du temps pour me rendre compte que ça me convenait pas du tout, ce modèle-là. Et donc j'ai l'impression d'être dans mon nid, vraiment d'être chez moi et d'avoir ma tribu et d'avoir mes amis qui viennent, ma sœur, etc., ma famille, mais d'être que quelque chose de choisi. Pour la première fois en 20 ans, j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose de choisi, de vivre la vie que je veux vivre, et que ça s'est réconcilié, la question de la maternité, la question de la vie de femme. Aussi grâce, ça, je pense que ce n'est pas possible si j'avais pas ma mère, ma sœur, des amis, des marraines, etc. J'aurais peut-être fait encore un pas de recul ou de peur, ou j'aurais encore posé des choix qui auraient été dictés par la peur, peur de la solitude, peur de l'âge qui avance, peur des peurs de la précarité financière. Du coup, c'est l'acceptation, pour moi c'est le mot, pour le moment c'est ça le mot à accueillir, l'acceptation que le métier est difficile, fatigant, la fatigue ne va certainement pas s'enlever, il faut se créer des poches de résistance, des poches de repos, mais ça ne s'arrêtera pas. Comme sur la militance, ça ne s'arrêtera pas. Donc moi, l'acceptation, comme la lucidité, une fois que tu sais pas revenir en arrière sur les injustices, il faut se créer des poches de résistance, du self-love, du self-care, mais ça ne s'arrêtera pas, on ne sait pas revenir en arrière. Et donc c'est plutôt cette acceptation-là, et de se dire comment on entre en résistance à l'intérieur de ça. Donc c'est-à-dire d'accepter que ça peut prendre du temps, la reconstruction, d'accepter que la lucidité, ça grignote, c'est énergivore, d'accepter que la précarité, pour en sortir, il faut du temps. Et donc, il y a des impermanences comme ça qu'il faut accepter. Et à côté de ça, s'appuyer sur les amitiés au long cours, les compagnes de route, toutes les amies. Là, c'est comme une grande bande badass, mais qui traverse le temps, en fait. Donc, c'est accepter l'impermanence à certains endroits, accepter qu'on ne sait rien changer sur certaines choses, et puis voir les leviers d'action, et voir ce qui traverse le temps. Et pour moi, il y a la question au-delà de la sororité, de l'amitié, quoi. Moi, j'ai des grandes amitiés de 25 ans qui sont des calmes plats, c'est-à-dire qui ne sont pas questionnées, jamais une dispute en 25 ans. C'est vraiment... Et donc, du coup, c'est un endroit hyper confortable. Et c'était ça, les cercles de feu. C'est-à-dire d'avoir comme ça des personnes... le calme, quoi. Vraiment une assise, mais qui donne beaucoup de force. Voilà. Je sais que je ne serai jamais à la rue. Je ne serai jamais seule. Et donc, du coup, ça crée aussi une forme d'intrépidité artistique. Parce qu'on sait qu'on peut retomber sur ses pattes, on sait qu'on peut prendre des risques, mesurés, mais on sait que s'il se passe des choses négatives, etc., il y a un filet, quoi. Vraiment, un filet avec des mains, quoi, qui se tendent. C'est assez... je pense que c'est une super force, quoi. Pour en savoir plus sur le parcours de Lisette, retrouvez l'article « Lisette Lombé, poétesse pour les derniers rangs » sur enmarche.be. Vous pouvez également suivre son travail et ses luttes via son site web lisettelombé.com. À bientôt pour une prochaine inspiration.